Merci à vous, Angèle Tobola. Mesdames et messieurs, à nouveau, nous vous disons bonjour et merci pour votre fidélité légendaire au programme de ITélé. Ce dimanche 27 juillet 2025, de grands sujets, oui, au cœur de votre plateau ici, l'hebdo, des éditos de temps fort de l'actualité nationale qui cristallisent autant d'attentes que de questions. D'abord, nous irons donc à Kétou, une ville désignée comme troisième zone économique spéciale du Bénin, une décision stratégique aux implications, j'allais dire multiples. Quelle opportunité concrète pour l'industrialisation du pays, quel défi logistique, humain et économique anticipé, oui, pour faire de cette zone un véritable levier de développement durable. À ces multiples interrogations, nous allons tenter, oui, d'apporter les propositions de réponses sur ce plateau de l'hebdo des éditos ce dimanche. Ensuite, nous reviendrons sur la rencontre entre le président Patrice Talon et le patronat béninois, une initiative rare et très attendue qui soulève, oui, une question essentielle. Assiste-t-on à un nouveau souffle, oui, pour le secteur privé au plan national, ou est-ce un simple geste symbolique? Mesdames et messieurs, restez avec nous. Nous allons donc en débattre sur ce plateau. Et pour en parler, mes invités sont déjà bien présents sur ce plateau avec moi. Oui, Jandel Glessoubé. Jandel Glessoubé, il est de la radio Cap FM. Jandel Glessoubé, bonjour. Mathieu, bonjour. Amis téléspectateurs de Télé, bonjour. Merci pour votre disponibilité ce dimanche. C'est un plaisir. En face de Jandel Glessoubé de la radio Cap FM, nous avons la présence du rédacteur en chef de radio Tado, Henri Niamodé, qui est bien présent aussi sur le plateau avec nous. Henri, bonjour. Bonjour Jandel, bonjour aux autres panélistes, bonjour Mathieu, bonjour à tous les téléspectateurs de Télé. Merci de nous convier à ce plateau d'échange et de décryptage de l'actualité. On espère bien qu'on va apporter beaucoup d'informations aux téléspectateurs. Merci pour votre présence ici, mesdames et messieurs. Ce n'est pas fini. Bensid Adjadja, il est directeur de publication du journal l'ENAC. Il est aussi présent sur ce plateau avec nous. Bensid, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour chers confrères, bonjour téléspectateurs et téléspectatrices. Merci aussi pour votre disponibilité ici ce matin. Mesdames et messieurs, oui, nous attendons aussi Hospice Yevimi, un journaliste indépendant qui, va aussi rejoindre ce train déjà en marche ce dimanche 27 juillet 2025. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. L'analyse commence maintenant et tout de suite. Mesdames et messieurs, une fois encore, bienvenue à l'hebdo des éditos. Cette actualité, vous l'avez aussi reçue comme tout autre béninois, Jandel Glessoubé, après Glodjibé, après Semekodi annoncé, c'est Kétou maintenant qui se positionne. Si, je crois que, qu'on le veuille ou non, le Bénin est en train de faire sa marche vers le développement. On ne peut pas parler de développement sans parler de l'industrialisation. Les prouesses réalisées à Glodjibé dans la commune d'Abomey-Calavi sont là et les résultats, ça parle. Il suffit de faire un tour pour constater que réellement, il y a quelque chose qui se fait. Et aujourd'hui, si le gouvernement décide d'avoir également une zone industrielle à Kétou, je crois que cela est à saluer, puisque nous savons tous que notre pays, le Bénin, nous n'avons pas, en tout cas jusqu'à l'heure où nous parlons, de ressources minières, de ressources du sous-sol qui nous permettent quand même d'amorcer un développement. Ce n'est que la fiscalité. Et quand nous prenons l'industrialisation, il y a le secteur privé. Et le secteur privé contribue considérablement à la mobilisation des ressources. Et à côté de ça, c'est l'employabilité. C'est la question de l'emploi des jeunes qui arrivent quand même à trouver, même si ce n'est pas une solution à 100%, en se basant déjà sur le premier pas de la GDIZ, on peut espérer que ce que le gouvernement attend faire de l'autre côté de Kétou sera dans la même dynamique et ça permettra quand même de régler beaucoup de problèmes. C'est vrai, on ne peut pas casser des omelettes sans faire des œufs. À l'annonce de la décision, j'ai écouté des œufs. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Oui, autant pour moi. À l'annonce de cette décision, j'ai entendu des Béninois dire en fin de mandat, on veut encore casser les gens.
le problème n'est pas forcément à ce niveau-là. Est-ce que nous sommes prêts pour le développement? Si nous sommes prêts pour le développement, soyons également prêts à faire des sacrifices. Et c'est la préoccupation la plus importante. C'est vrai, on est en fin de mandat, que les gens ne tentent pas de raconter ce qui n'est pas au sein de l'opinion. Oui, pour le faire, on doit exproprier des gens. Au Bénin, il y a un cadre légal. Lorsque l'État décide de prendre une portion de terre quelque part pour une cause d'utilité publique, il y a la procédure en la matière. Donc, je voudrais quand même inviter les uns et les autres à la retenue et de regarder l'intérêt général. Je le dis parce que j'ai eu le temps de visiter à plusieurs reprises la JDIZ depuis le début. La dernière visite, ça ne fait même pas encore 2 mois. Et chaque fois, quand tu y vas, tu constates qu'il y a quand même d'amélioration. Ce que tu n'as pas vu dernièrement, tu constates qu'il y a d'amélioration. Et si on peut avoir la chance d'avoir 5, 10 zones industrielles au Bénin, imaginez un peu le niveau de développement auquel on serait. Et donc, je crois que c'est une bonne opportunité que Kétou, quand on regarde un peu la zone, qui dit Kétou, on est vers le Nigeria et nous savons tous le rapport qu'il y a entre le Bénin et le Nigeria en termes d'économie. Et donc, je crois qu'il faut applaudir et espérer que cela se concrétise le plus tôt possible. Super. Alors, Bensid, pour stimuler justement l'économie locale et renforcer aussi les échanges entre le géant voisin de l'Est, Jandel le disait tout à l'heure, le Nigeria. Bien évidemment, le gouvernement décide de créer une 3e zone industrielle à Kétou. Vous avez suivi aussi l'actualité, comme tout autre Béninois. Je vais aussi me prononcer en ce qui concerne la localisation géographique. Pourquoi Kétou? Alors, vous voyez, Kétou est à proximité du Nigeria. Nous n'ignorons pas les rapports existants entre le Bénin et le Nigeria. Donc, c'est déjà une grande prouesse. Ouais, expropriation pour cause d'utilité publique. On a bien dit pour cause d'utilité publique. S'agit-il réellement d'une cause d'utilité publique? Bien sûr que oui. Alors, il faudrait donc que tous autant que nous sommes, que ce soit les civils que nous constituons, les organisations de société civile et même les PTF, on puisse quand même mettre la main dans la pâte. Et je pense que réellement, le Bénin sera ce qui est voulu et les efforts se concentrent déjà. Je pense que c'est d'ailleurs une très belle initiative que cette installation soit faite suite à l'expropriation de 983 hectares. Je pense que c'est une très grande avancée. C'est une avancée, selon vous, Bensid, à Djadia. Sur ce plateau, oui, Henri Niambodé, cette annonce a été faite, je disais à l'instant, au Conseil des ministres, oui, du mercredi 22 juillet 2025, la création d'une zone industrielle, j'allais dire, à Kétou. Tout à l'heure, Bensid parlait justement de la proximité de cette localité avec le Nigeria. Vous avez entendu Jandel aussi qui le disait dans sa première prise de parole ici. Est-ce que voyez-vous la chose sous ce même angle? Merci beaucoup, Mathieu. Je pense qu'il faut contextualiser donc la création de cette zone-là, 3e zone industrielle, comme vous le disiez tantôt. Ce n'est que la volonté, bien évidemment, des 2 États, Patrice Talon et Tinubu. Et vous savez, il y a donc des actes qui ont été posés pour, bien évidemment, créer le cadre législatif et créer également l'environnement qui puisse permettre la création de cette zone-là. Eh bien, je suis d'accord avec eux que c'est l'émanation, c'est la proximité, bien évidemment, c'est la proximité, je dirais, c'est la proximité entre le Nigeria et le Bénin qui conduit à cette zone spéciale. Et pourquoi pas spéciale? Pourquoi spéciale? Parce que tout simplement, la forte demande, bien évidemment, des céréales qui sont utilisées au Nigeria et qui sont produites, bien évidemment, au Bénin, il fallait quand même trouver une passerelle pour que ces céréales-là soient envoyées, si vous voulez, convoyées vers le Nigeria. Et vous savez que le Bénin, à côté de ce géant-là, comme l'a si bien désigné Jandel Glessoubé, qu'est le Nigeria, a plusieurs opportunités commerciales. Et donc, stratégiquement, il fallait
que le Bénin soit entraîné par tout ce qu'il y a comme opportunité économique générée par cette proximité avec le Nigeria. Et cette zone spéciale dont la création est annoncée, moi, je ne veux pas donc polémiquer autour de oui, ce qu'il faut, pourquoi les gens pensent qu'en fin de mandat, pourquoi il faut exproprier les gens. Mais écoutez, comme l'a dit Jean-Del, si vous voulez vraiment avancer, il faut quand même que vous arriviez à poser des pas. Et c'est dans ce sens-là que ce pas-là est posé. Et moi, je pense que Patrice Talon, sur le tableau de son héritage aujourd'hui qui va laisser au soir de son deuxième mandat, il y a une économie structurée. Cette économie-là, c'est également le résultat de ce qui se fait là. Peut-être on va parler de secteur privé tout à l'heure. Oui. Mais déjà, il faut rappeler qu'il y a bien de pas qui ont été posés et qui concourent bien évidemment à une économie structurée. Quand vous prenez la GDIZ, Jean-Del l'a dit, quand vous allez là-bas, il y a une transformation terrible à ce niveau-là. Et il y a la création de l'emploi qui est également à ce niveau-là. Donc, il faut qu'on ait en idée que c'est pour, bien évidemment, le Bénin que cette zone sera créée. C'est pour que les fils et les enfants du Bénin soient demain bien nourris et que ces enfants-là trouvent d'emploi, que cette zone-là sera créée. Pour moi, c'est bien que les deux chefs d'État, les deux présidents aient pris conscience de créer cette zone-là pour permettre, bien sûr, cet échange-là. Vous vous rappelez que, à son âme, le président qui est décédé... vous voulez vous parler de Boari? Boari, quand il a fermé les frontières béninoises, vous savez ce qui s'est passé. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas être à côté de quelqu'un qui est un géant de l'Afrique et rester affamé. Le Bénin a tout intérêt à créer une telle zone. Et quand Ben Sid parle de Keto, c'est même bien que ce soit Keto qui soit choisi pour permettre qu'il n'y ait pas trop de tracasseries à faire pour produire. Parce que la zone servira à produire et à transformer. Et ça également. Quand on parle de production, c'est que sur place, en même temps, que ce soit le riz, que ce soit le mil, que ce soit le sorgho, bon, ces céréales-là qui sont recherchées, qui sont demandées fortement par le Nigeria, et bien que ces céréales-là soient produites, bien sûr, sur place et transformées sur place. Je pense que c'est une très bonne chose et la dynamique est à saluer. La dynamique est à saluer, hein, Jean-Del Glessoubé. Selon les raisons évoquées par, oui, après le Conseil des ministres, justement, c'est bien sûr une concrétisation d'initiatives conjointes visant le renforcement des relations économiques avec le Nigeria. Vous parlez ici de la proximité de Keto avec le Nigeria, mais vous ne restez pas sans savoir que Semenkoji aussi n'est pas aussi distant du Nigeria. C'est vrai que Semenkoji aussi n'est pas distant du Nigeria, mais je crois qu'ici, il y a une particularité. Voilà. La particularité, c'est la relation, la collaboration entre les deux États. C'est important de le rappeler, hein, parce que on garde encore en mémoire les souvenirs douloureux de la cherté de la vie, parce que le géant du Nigeria a fermé ses frontières, Henri l'a dit, pendant plusieurs années. Même si, en ce moment-là, l'économie béninoise est restée stable. Hein, ça n'a pas empêché quand même les Béninois de vivre et ça n'a pas empêché l'État d'assumer ses responsabilités. Et c'est en cela qu'il faut saluer une fois encore cette volonté manifeste-là. Désormais au Bénin, on peut être fier de dire que l'État se respecte. Et au-delà d'un individu, quand on prend un État, c'est toute une marque déposée. Et donc aujourd'hui, si quelques années après cela, on arrive à renforcer la relation entre les deux pays jusqu'à ce niveau-là, cela est à saluer. Qui pouvait imaginer, il y a 5 ans en arrière, que le Bénin pouvait s'entendre avec le Nigeria pour créer une zone industrielle? On ne pouvait pas. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont bougé. Et on va plus loin en voulant signer un pacte économique
entre ces deux pays-là. Et quand on prend Sémé-Kodi et Kétou, n'oubliez pas qu'il y a une distance. Oui. Il y a une distance. Bien Et sûr, donc, quand on quitte Kétou pour Nigeria et quand on quitte Sémé-Kodi pour le Nigeria, ce n'est pas la même distance. Et la fertilité des sols ne sont pas les mêmes. Et le domaine aussi, ce n'est pas les mêmes choses. Vous avez vu un peu. Et donc, il faut alors choisir une zone appropriée qui pourra permettre quand même d'atteindre l'objectif. Puisque ici, ce qui importe le plus, il y a deux aspects qui retiennent mon attention. C'est le fait que le Bénin, aujourd'hui, prend une part considérable dans l'industrialisation. On ne peut rien faire sans avoir l'industrie à portée de main. Lorsque tu vas à Glodibé, les matières premières sont transformées en même temps jusqu'au produit fini. C'est une fierté. C'est vraiment une fierté. Et donc, si du côté de Kétou également, on a des céréales qu'on peut transformer en même temps et directement aller commercialiser au Nigeria, je crois que c'est une avancée considérable qu'il faut saluer et inviter tout le monde à y contribuer. Et ce n'est pas des expatriés qui viendront travailler là, c'est des Béninois. Et donc, du coup, comme je l'ai dit tantôt, ça règle un tant soit peu le problème de l'emploi pour les jeunes. Et même si la superficie n'est pas à négliger, l'État saura prendre les dispositions idoines pour que les personnes affectées par ce projet-là quand même puissent être dédommagées à la hauteur de l'investissement qu'eux-mêmes ils ont eu à faire par le passé sur leur domaine. Voilà, c'est très important. Alors, Ben Sid, vous voulez aborder dans le sens, on continue? Oui, allez-y. Justement, je voulais ajouter quelque chose par rapport à l'intervention de mon confrère de tout à l'heure. Oui. Vous aviez fait la corrélation entre les distances existantes entre le Nigeria et Kétou, d'une part, et le Nigeria et Sémé-Kodi, d'autre part. En effet, vous voyez, Sémé-Kodi a déjà fait ses preuves. Sémé-Kodi a fait ses preuves. Et vous aviez aussi parlé de la GDIZ tout à l'heure. Mais nous ne restons pas sans savoir que le gouvernement a quand même des indices justificatifs ou les indices de sélection de chaque domaine. Donc, nous espérons vraiment que Kétou puisse également faire ses preuves. C'est notre choix. Et vous avez su bien le dire, ça règle beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, de plus en plus, le social est en griffe au rabais. Que veut le peuple? La satisfaction personnelle, l'épanouissement personnel. Donc, nous espérons vraiment que cela puisse prospérer. Voilà. Oui, nous restons toujours avec vous, Ben Sid Adjadia. Dans un contexte, si on peut se permettre de dire que Glodibé et Sémé-Kodi sont, en tout cas, encore à l'étape de consolidation, justement. Comment vous pensez qu'on peut justement travailler à éviter l'éparpillement des ressources pour assurer véritablement, j'allais dire, la réussite de ce nouveau pôle? Merci à vous pour cette question. Vous voyez, Sémé-Kodi a sa particularité. Kétou a également sa particularité. Moi, je pense que la responsabilité revient au gouvernement de choisir les domaines qui seront beaucoup plus favorables à chacune de ces, je vais dire, de ces zones. Vous voyez? Donc, à travers ces indices, il revient donc au Bénin de savoir que je ne dois pas dissiper cette ressource à cet endroit. Voilà ce que je peux mettre en œuvre ici pour que cela puisse vraiment réussir. Sinon, finalement, on va se rendre compte que nous ne sommes pas arrivés à concrétiser quelque chose de manière vraiment idoine. Or, ce serait une perte pour nous. Donc, moi, j'invite l'appareil gouvernemental à reconsidérer les facteurs de choix et de sélection. Voilà. Il faut considérer les facteurs de choix de sélection, à laisser entendre Ben Sid Adjadia, Jean-Del Glessoubé. Pour cette même interrogation à vous, comment pensez-vous justement qu'on peut travailler à assurer la réussite de ce nouveau pôle? Je crois qu'on ne devrait même pas s'inquiéter. Si on a déjà l'acte 1 qui a été une réussite, ça veut dire qu'il y a de la matière. Ça veut dire qu'on a déjà réussi à un premier niveau. Le premier test, on a réussi. Ce n'est pas le second qui est à l'image du premier qui va poser alors un problème. La seule chose à espérer
c'est que on peut faire une répartition en se disant, la première zone, voilà la spécificité. Voilà dans quel domaine cette zone-là intervient le plus. Quand on prend Glodibé, on peut dire, OK, ça c'est tel domaine. Et la zone de Kétou, on peut tenir compte des produits, le domaine dans lequel la demande est la plus forte du côté de Nigeria. Pour dire, OK, lorsqu'on va spécialiser cette zone dans tel domaine, ça pourra plus faciliter. N'oublions pas, lorsqu'on conçoit un projet, c'est en tenant compte de certaines réalités. Le gouvernement ne s'est pas levé du jour au lendemain pour dire on va créer une zone économique à Kétou. C'est sur des éléments d'appréciation à la base. Et donc, ça doit orienter et ça doit indiquer un peu plus sur la spécificité pour qu'on ne puisse pas quand même, au fil du rôle, se dire, bon, c'est la même chose. Mais on peut quand même déjà espérer que ça contribue à rendre plus stable l'économie. Et le Bénin, je crois que de 2016 à aujourd'hui, se porte véritablement mieux. Henri l'a dit, l'économie aujourd'hui est plus ou moins stable. Et avec cela, ça renforce encore un peu plus et ça renforce notamment le secteur privé. Puisque qui parle de GDZ, ce n'est que des entrepreneurs. C'est les entrepreneurs qui sont là, qui viennent installer les usines. Et donc, du coup, il faut aussi solliciter le secteur privé à soutenir l'initiative et que le gouvernement aussi essaye de favoriser. C'est vrai, ils l'ont fait. Pour le cas de Glodibé, il y a des mesures d'accompagnement spéciales pour inciter le secteur privé, les entrepreneurs à venir investir, à venir s'installer. Et ça crée la richesse. Tel sera encore le cas pour Kétou. Voilà, oui, Henri Nyambodé, lorsqu'il s'agira certainement de passer par cette formule justement pour atteindre l'objectif, selon vous, quel secteur industriel devrait être ciblé prioritairement à Kétou et comment impliquer justement les communautés locales pour éviter les frustrations et tout ce qui, en tout cas, peut entraver le bon développement de cette initiative? Il faut rappeler que dans le lot des céréales qui sont fortement demandées par le Nigeria, il y a le maïs, il y a le manioc, je crois, il y a le riz également, d'accord? Et comment dit, Jandel et Bessid sont revenus sur l'importance de la zone Kétou. Mais il ne faut pas oublier que Kétou, c'est une zone agricole. Et quand on parle de zone agricole, forcément, c'est spécifique, bien évidemment. Spécifiquement, donc, c'est que Kétou produit beaucoup de céréales. Le manioc, en plus, le mil et le sorgho, donc, on peut donc aller donc, vers le nord pour retrouver ça. Mais déjà, au niveau de cette zone-là, il y a qu'on va produire le maïs qui est demandé, qui est fortement demandé par le Nigeria. On va produire le manioc qui est fortement demandé par le Nigeria. Le riz, c'est vrai que le Bénin est importateur, mais le Bénin commence pas à en produire également. Donc, à votre question de savoir quelles sont les céréales qui, oui, ces céréales, voilà les céréales que peut-être que le gouvernement peut élargir en fonction des réalités du terrain. Mais mais je dirais, est-ce que particulièrement ces céréales-là seront prisées, bien évidemment, parce que on a affaire avec le Nigeria. On veut s'ouvrir vers le grand de l'Afrique de l'Ouest, donc le Nigeria. Vous savez que à un moment donné, puisque nous avons des frontières qui sont poreuses, quand vous allez donc dans la zone de Kétou, c'est facile pour les gens de convoyer le produit vers le Nigeria par des détournements et autres. Donc cette zone-là viendra bien évidemment à régler ce problème-là. Ce sera dans un cadre formel et officiel maintenant que les échanges se feront. Quand vous allez vers Bobé, Ilera et les environs, c'est à quelque part de Nigeria. Et donc les gens trouvent cette facilité-là d'amener le produit vers le Nigeria pour commercialiser. Et donc, cette zone-là viendra, bien évidemment, à créer le cadre officiel. Et donc, pour moi, cette zone spéciale
va essayer, bien évidemment, de travailler à produire le maïs, le riz, le manioc également, et peut-être une autre panoplie avec, je sais pas, puisque je n'ai pas le projet en tête, mais ça va peut-être, ça dépend du gouvernement, de ce que le gouvernement veut. Comme l'a dit Chandel, quand vous allez à la GDIZ, aujourd'hui, oui, il y a plus la fabrication. Il y a une zone qui est destinée à la fabrication du tissu, d'accord? Il y a une zone qui est destinée, bien évidemment, à la fabrication, à la transformation de acajou, de soja, mais c'est pas produit sur le terrain, c'est convoyé vers là, d'accord? Et donc, la zone spéciale de Kétou, oui, ne fera pas la même chose, parce que à Kétou sera produit là et transformé. Donc, on ne va pas aller chercher donc, la matière première ailleurs. C'est un Kodi, on sait, c'est un Kodi, c'est un City donc, qui a été créé, tout le reste, c'est pour la jeunesse et tout le reste, mais il y a les startups et donc ça, une autre vision carrément. Donc, pour moi, je pense que le problème est réglé et on ne fera pas la même chose que ce qu'on fait à Saint-Kodi, qu'à Glodjibé, mais Kétou sera plus agricole, production agricole et opportunité de commerce, de commercialisation des produits et pas fini, la transformation peut-être sur le terrain de ces céréales-là pour peut-être la commercialisation entre le Bénin et le Nigeria. Oui, alors Jean-Del, est-ce que vous voyez la chose sur ce même angle, oui, l'agriculture, le céréal oui, puisque déjà la zone est appropriée, puisque dans cette zone, on sait déjà ce qui est fait. Et comme l'a dit Henri, quand tu vas à Glodjibé aujourd'hui, on sait, il y a beaucoup plus c'est-à-dire la transformation il y a le coton, déjà le coton de la fibre, hein, et puis tu peux déjà trouver des habits, des serviettes, et bien fait déjà. Mais quand on prend Kétou, on sait que c'est plus agricole. C'est plus agricole. Le coton qui est transformé à Glodjibé n'est pas produit à Glodjibé, non. Mais on peut produire le maïs à Kétou et transformer en même temps à Kétou, sur place. Voilà un peu la particularité. Et donc, j'espère que Kétou sera une zone économique plus agricole. Et en tenant bien compte de la demande du côté du Nigeria, je crois que ça va régler beaucoup de problèmes. Et c'est les commerçants qui sont les plus heureux dans cette activité-là. Et aussi, nos agriculteurs, les paysans, je crois que de plus en plus, la vie du paysan s'améliore. Puisque lorsque tu cultives et tu n'as pas de la peine, assez de mal à faire écouler ton produit, alors tu te sens à l'aise. Et donc, quand il y a des zones industrielles, ça veut dire qu'on a besoin de la matière première. Ça veut dire que le paysan qui est au bas de l'échelle, c'est parce que ça commence par là. Il faut d'abord la matière première. Ce paysan aussi fait partie de la chaîne et tout commence par lui. Et ça veut dire qu'il ne va pas produire et faire encore des mois à se demander à qui vendre. Et donc, ça règle beaucoup de problèmes. Le président Patrice Talon ainsi, nous passons déjà au second sujet de ce plateau. Ce dimanche 27 juillet 2025, le président Patrice Talon, je le disais tout à l'heure, a reçu au palais de la Marina à Cotonou plusieurs chefs d'entreprises et du secteur privé béninois, organisés dans une ambiance aussi décontractée. Cette rencontre a permis au chef de l'État d'échanger directement avec les opérateurs économiques sur les enjeux du climat des affaires au Bénin. C'est donc la deuxième question sur laquelle nous allons donc nous prononcer sur ce plateau. Henri Yambaudet, quelle est votre appréciation justement de cette initiative du chef de l'État, au-delà de tous ces commentaires que nous pouvons donc retrouver sur la toile? Mais écoutez, quand on m'appelle Patrice Talon et que je suis arrivé à insuffler donc des réformes, quand on m'appelle Patrice Talon et que j'ai envie, bien sûr, de créer un cadre formidable, un environnement formidable pour que l'économie soit structurée. Quand on m'appelle Patrice Talon et que j'ai envie de faire décoller l'économie de mon pays, je dois me faire le devoir de rencontrer ceux-là qui sont, en griffe, les premiers acteurs. Quand on prend le secteur privé, tout ce que le secteur privé engrange aujourd'hui
consomme aujourd'hui comme emploi, on le sait. Et donc, le fait, c'est déjà tracer une voie, rétablir la confiance entre l'État et ces membres du secteur privé-là. C'est rétablir également la passerelle pour permettre au secteur privé de traverser pour aller voir également l'État pour échanger avec l'État. Donc, je pense que c'était décontracté. Ça a permis, bien évidemment, aux acteurs d'évoquer les problèmes, les situations auxquelles ils sont confrontés au chef de l'État. Mais quand vous savez que le président Patrice Talon également est un homme qui est un homme du secteur privé et qui connaît également les rouages, les difficultés auxquelles sont confrontés le secteur privé, rencontrer bien évidemment le patronat et ses responsables du secteur privé, ce n'est qu'à saluer parce que ça va lui permettre de prendre également le pouls, ça va lui permettre également de savoir ce qui ne va pas, je parle des difficultés auxquelles ils sont confrontés, bien évidemment ça va lui permettre également de leur expliquer pourquoi il y a eu telle et telle réforme qui a été engagée. Maintenant, la question de savoir pourquoi attendre peut-être la fin de son mandat, le timing pose problème, pourquoi ne pas recevoir ce patron-là déjà au début du mandat pour quand même créer la passerelle, pour quand même créer l'environnement, pour que on rétablisse la confiance. Parce que il a dit très souvent que Patrice Talon n'a pas permis à beaucoup d'entreprises bien sûr d'évoluer, mais ceux qui sont là et qui ont fait le témoignage ont eu le temps de lui dire, écoutez, les réformes que vous avez eu à insuffler dans ce domaine-là nous ont permis d'évoluer, nous ont permis d'avoir un environnement crédible pour permettre aux gens de venir investir dans notre pays. Et pour moi, c'est à l'actif de Patrice Talon. Voilà, c'est à son actif précisément, oui, Jean-Del Glessou, vous avez suivi les échanges avec le chef de l'État et ses opérateurs économiques au palais. Plusieurs discussions ont eu lieu. Vous avez suivi aussi cette actualité quand même. Si, je crois que qui dit Patrice Talon, c'est d'abord le secteur privé. Ça veut dire qu'il connaît ceux qui sont en face de lui. Et en termes de les difficultés que les opérateurs économiques rencontrent, on ne viendra pas lui en parler, puisque lui-même, il a vécu et il sait. Et n'oubliez pas que la majeure partie des réformes opérées de 2016 à aujourd'hui, c'est beaucoup plus dans le secteur privé. C'est-à-dire, ça, c'est pour créer, pour améliorer l'économie de notre pays. Et c'est ces acteurs-là. Le Bénin n'a pas de ressources autres que la fiscalité. Et il faut alors composer et travailler avec les entreprises. Même si c'est douloureux, est-ce que les réformes, lorsqu'on les a appliquées, est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas fier? Est-ce qu'on n'est pas satisfait du résultat obtenu? C'est ça la grande interrogation aujourd'hui. Lorsqu'on sait que, quand je prends un opérateur économique INS, entre-temps, était capable à lui seul de faire un chiffre d'affaires peut-être de 2 milliards, et que sur ces 2 milliards par an, il n'arrive même pas à payer 5 millions. Il n'arrive même pas à payer 5 millions de francs comme impôt à l'État. Et qu'aujourd'hui, on est arrivé à sécuriser, à assainir et à faire tout ça. On ne peut pas avoir tout le monde autour de soi. On ne peut pas demander à tous les opérateurs économiques d'applaudir les réformes. On est tous conscients que changer les habitudes, ça crée des problèmes. Mais ce n'est pas les problèmes qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse le plus, est-ce qu'aujourd'hui, les entrepreneurs eux-mêmes se sentent à l'aise? Lorsque, depuis leur bureau, ils ont de la facilité à échanger avec la Direction générale des impôts. Ils ont de la facilité à échanger avec le Trésor public. Mais voilà des réalités. Ils ont de la facilité à demander une attestation fiscale en ligne et l'obtenir. Déposer le bilan en ligne, faire les formalités en ligne.
C'est de ça qu'il est question. Et pour en arriver là, il fallait mettre de côté, il fallait laisser certaines mauvaises habitudes. Et c'est au nom de l'intérêt général. Et lorsqu'on agit au nom de l'intérêt général, il faut alors accepter, souffrir un temps soit peu. Sur le time, je ne m'en préoccupe pas. Pas du tout. Puisque, que ça soit au début ou à la fin, est-ce que ça a été fait? Ça a été fait. Et aujourd'hui, le discours est différent. Les mêmes qui au début criaient, dans leur rang aujourd'hui, c'est les mêmes qui ont applaudi. Ça veut dire que si c'était au départ qu'on les a rencontrés, ils n'avaient rien à applaudir. Ils n'allaient que faire des chapelets de doléances à quelqu'un qui connaît déjà ces difficultés-là, à quelqu'un qui sait déjà que voilà un secteur qui peut contribuer au développement du pays, mais que c'est ce que toute la population peut bénéficier. Il n'y a qu'un groupuscule d'hommes qui se disent « nous sommes les plus nantis de la société ». Comment comprendre que dans un pays, il y a des gens qui peuvent se prévaloir de ce que le budget national, eux seuls, ils peuvent mobiliser. Et cela constitue une richesse privée à eux. C'est inadmissible. Donc pour moi, ce n'était même pas opportun que le chef de l'État les rencontre en début de mandat. Non. Pour vous, la période est bien choisie. Parce que oui, je tiens compte du discours. Le discours aujourd'hui, même si il y en a qui estiment que tout n'est pas rose, ce qui est rose et qui est à apprécier dépasse ce qu'il faut corriger dans la mesure du possible. Et eux-mêmes, ils l'ont dit. Ils l'ont dit et ils ont salué. Aujourd'hui, oui, le climat des affaires, ça, c'est favorable. Tu peux créer aujourd'hui ton entreprise en 5 minutes. Tu peux créer ton entreprise. Et ça, c'est à saluer. Et donc, je pense que aujourd'hui, ce qui est fait, il faut encourager. Il faut remercier et saluer la dynamique et demander aux opérateurs économiques de continuer à faire la veille. La veille notamment au niveau de la délivrance des factures normalisées. Puisque dans leur rang, malgré tout le tapage médiatique, malgré toute la campagne de sensibilisation, il y a encore de grandes entreprises. Il y a encore de grandes entreprises au Bénin. Tu vas acheter, on ne te dérive pas une facture normalisée. J'en ai été victime à Bomekalavi et j'ai réclamé. Voilà. Je dis, mais comment vous achetez, vous vendez au-delà de 100 000, de 200 000 et vous faites une facture manuscrite alors que vous aviez tout appliqué sur ce qui est fait. Et donc, c'est dans le rang des entrepreneurs eux-mêmes, le patronat est interpellé à sensibiliser les leurs. Voilà, on va revenir à vous. Alors, Bensid Adjadia, vous avez suivi en tout cas vos prédécesseurs sur cette question, la rencontre du chef de l'État avec les opérateurs économiques au Palais de la Marina à Cotonou. On peut tout reprocher au président Patrice Talon, mais il convient tous de reconnaître, et ce, à l'unanimité, que c'est un homme qui a toujours su associer au labeur l'ambition et le bien faire. Pour ainsi dire, concernant cette initiative, moi je pense que c'est une très belle chose. Une très belle chose, pourquoi? Vous savez, quand on considère même les conditions dans lesquelles se sont déroulés ces échanges, moi, et ça m'avait vraiment fait chaud au cœur, parce que ils avaient tous discuté à bâton rompu. Il n'y avait pas une allocution d'entrée. Ce n'était pas comme un chef qui se tenait devant ses subordonnés. Puisque M. Patrice Talon également, il vient du secteur privé. Il reconnaît, il sent ce que vivent ses pairs au quotidien. Et c'est d'ailleurs pourquoi moi je trouve ça vraiment formidable. C'est vrai, les gens, d'aucuns disent, ils ont dit que c'est quand son mandat finit, il cherche des personnes qui vont s'aligner à sa cause, des personnes, il y a même d'autres qui sont jusqu'à aller dire que ils ont même fait la corrélation entre cet acte qu'il a posé
et ce qui est en train de se passer à Kétou, ceux dont on a parlé, ils ont dit qu'ils cherchent des partenaires, des gens pour financer ce projet. Mais non, il n'est jamais assez tard pour bien faire les choses. Voilà. Vous savez, dans les coulisses même, ces hommes, ces dirigeants d'entreprise, ils souffrent. Simplement qu'ils n'ont pas la manière ou bien ils n'ont pas peut-être cette audace d'aller voir le chef et de lui dire voilà. Il y a même le DG de Bessic à la fin de la séance, il a dit qu'il était très satisfait de cette démarche, que depuis fort longtemps, telle chose se dressait à lui comme un écueil, mais suite à ces échanges, il a satisfaction parce que M. Patrice Talon est un homme de vision. Ça, il faut l'admettre. Et ce que moi je souhaite, c'est que de telles initiatives puissent vraiment prospérer. Et que cela ne soit seulement pas des échanges qui, du jour au lendemain, vont être dissipés, mais que ces derniers puissent vraiment mettre la main dans la pâte afin que le Bénin puisse vraiment prospérer sur le plan économique. Oui, et pour vous, Bensid Adjadia, vous avez comme impression que, oui, le patronat béninois aujourd'hui est-il suffisamment structuré et représentatif pour être un partenaire de dialogue efficace avec l'exécutif? Oui, assurément, parce que vous voyez, Patrice Talon vient du domaine. Moi, je n'en doute pas que celui-là ait les moyens à sa disposition pour pouvoir amener ces gens-là à se dresser à sa cause pour ce développement efficace. Quant au statut, je vais dire, vu que c'est cette question que vous avez soulevée, je pense qu'ils seront à la hauteur. Oui, ça, je n'en doute pas. Je n'en doute pas parce que, en fait, à la fin même de cette séance, les avis n'étaient pas des avis hypocrites. On pouvait lire une satisfaction. Et on a l'habitude de dire que quand tu es satisfait d'une chose, quand tu es encouragé par une chose, tu ne peux que fournir davantage d'efforts. Voilà. Oui, nous allons revenir à vous. Oui, allez-y avec... Le patron n'est pas un syndicat. N'est pas un syndicat pour s'opposer à toute initiative du gouvernement. Bien au contraire, le patronat est là pour accompagner les initiatives du secteur privé qui sont prises par le gouvernement. Le patronat peut relever des insuffisances, faire des propositions, faire des doléances pour que cela puisse s'améliorer pour les opérateurs économiques. Donc, je pense que c'est une opportunité. Vous avez vu, on a parlé il y a quelques instants de la zone de Kétou, et on a besoin du secteur privé, on a besoin des entrepreneurs pour sa concrétisation. Et donc, c'est une très bonne opportunité que dans une parfaite collaboration, que cela puisse aller à son thème pour la stabilité de l'économie béninoise. On ne peut pas faire 2 pas en avant et 3 pas en arrière. Le Bénin a avancé considérablement dans le domaine de l'économie. L'économie est structurée, plus ou moins stable aujourd'hui. Nous devons alors chercher à maintenir le cap et aller dans la même dynamique. Voilà. Oui, Henri Yambodé, pour vous, sur ce plateau, voyez-vous justement que le patronat sera donc, en tout cas suffisamment structuré, outillé afin d'accompagner l'exécutif pour l'atteinte des objectifs justement fixés? Absolument. Ceux qui sont allés voir Patrice Talon sont des gens bien représentés, sont bien représentatifs. Bensid parlait donc de Bessic, parlait d'autres patrons. Et donc, ils sont bien représentatifs de ce secteur privé-là pour, bien évidemment, un dialogue fructueux, un dialogue, comment dire, basé sur la confiance, un dialogue basé sur, bien sûr, la compréhension sincère pour un nouveau souffle donc de notre économie. Et pour moi, je pense que c'est bien d'abord pour ce patron-là qui... d'abord, c'est question de crédibilité d'abord. Parce que si vous avez été invité par le chef de l'État, l'institution républicaine, c'est qu'on vous accorde d'abord une place de choix. C'est qu'on vous accorde de crédibilité. Et donc, on n'a pas à aller choisir des gens au pif dans le marché de Dantokpa ou bien de Hondro ou bien de Zogbo, marché moderne de Zogbo, pour venir représenter le patronat. Mais c'est ceux qui sont bien évidemment dans le secteur-là. Et puisque vous savez que le patronat, c'est suite à des élections que, bien sûr, ce patronat-là est installé et a reconnu, ils ont un président digne du nom et tout le reste. C'est comme également dans le domaine de l'artisanat, ils sont bien structurés. Et donc,
à ce niveau-là, moi, je ne doute pas de leur représentativité. Et pour moi, eh bien, ils sont représentatifs, bien sûr, pour créer ce dialogue-là entre l'État et le secteur privé, et bien sûr, créer également l'environnement qu'il faut, bien évidemment. Alors, Jean-Del Glessou, cette rencontre peut-elle être le point, j'allais dire, hein, pour le départ d'une nouvelle dynamique de co-construction entre l'État et le secteur privé, selon vous? Oui, ça ne fera que renforcer la relation entre l'État et le secteur privé, puisque, qu'on le veuille ou non, ils ont, tout en appréciant, les points d'ombre ont été énumérés. Et je crois que le chef de l'État, en initiant cette rencontre-là, c'est pour toucher du doigt certaines réalités. Ça n'a pas raté. Et donc, du coup, loin d'une remise en cause de ce qui se faisait, je crois que ce n'est que de continuer dans la même dynamique pour que le secteur privé continue de jouer son rôle de pourvoyeur de l'économie béninoise. Et donc, ceux qui estiment que pourquoi le faire en fin de mandat, non, ça ne pose même pas un problème lorsqu'on sait que l'État, qu'il y a la continuité des actions hein, en termes de gouvernance. Non, mon cher Jean-Del, on est à quelques mois, bien évidemment, de la fin du deuxième mandat du chef de l'État. Et oui, c'est vrai que ces consultations, dans le lot, il a annoncé également les femmes du marché qui ont été reçues. Il y a les jeunes qui ont été reçus, ceci avec mes informations, le vendredi passé, d'accord? Est-ce qu'on va recevoir également les journalistes? Bon, ça c'est une boucle que je lance, d'accord? Mais déjà, il est évident que les gens, j'allais dire, il est légitime pour les gens de se demander, mais pourquoi les rencontrer? Est-ce que ce n'est pas également une manière de leur dire au revoir, je suis en train de partir, mais voici les réformes que j'ai eu à faire. C'est vrai que vous avez grincé un peu les dents durant ces quelques années. Donc, ce qui est normal, ce qui est fait, mais vous déjà pas compris au cours du mandat, oui. Il faut qu'on vous l'explique avant de partir. Mais c'est pas la justice. C'est pas la fait, il faut l'expliquer quand même. C'est pas la fait. Oui, l'essentiel ici, justement, c'est comment travailler en tout cas à ce que l'objectif soit véritablement atteint, partenariat public-privé. C'est l'objectif justement qu'il faut chercher à poursuivre véritablement pour un véritable développement du Bénin. Nous sommes presque à la fin de ce plateau. Jean-Del, on va vous permettre rapidement d'aller avec vos mots sur ces deux sujets que nous avons eu à aborder sur ce plateau. Je crois qu'il y a une relation nette entre les deux sujets. Et donc, c'est à saluer et à inviter tous les acteurs à contribuer comme ils peuvent pour que le résultat escompté soit atteint. Et puisque le résultat, ce n'est pas pour un individu, c'est pour l'ensemble du peuple béninois et c'est le Bénin qui en sort gagnant. Le Bénin en sort gagnant. Bensid Adjadia, nous sommes à vous à présent, oui. Effectivement, il y a une corrélation entre ces deux sujets. Et moi, je ne peux qu'encourager et féliciter le gouvernement pour ses efforts. Mais ce que moi, j'aurais souhaité, c'est qu'il y ait une veille quant à cela. Que cela ne soit pas quelque chose momentané. Que cela ne soit pas quelque chose qui se fera de façon temporaire. Que le président de la République puisse quand même continuer dans cette lancée. Et même qu'il s'assure que celui qui va le succéder puisse également aller dans cette lancée. Voilà ce que moi j'ai à dire. Merci. Que le successeur du président Patrice Talon soit celui-là, en tout cas, qui puisse rester, suivre les mêmes traces, laisser, j'allais dire tout simplement pas. C'est une évidence. Une évidence. Bon, en tout cas, nous sommes à vous, Henri Nyamodé, pour État est une continuité. Oui. C'est normal que c'est non. Écoutez, que ce soit donc la zone économique, que ce soit la rencontre avec le secteur privé, je crois que c'est à mettre à l'actif, bien évidemment, du chef de l'État et, comme je l'ai dit tantôt, au niveau donc du tableau des acquis qu'on a de Patrice Talon. Il y a cette économie bien structurée, cette économie résiliente. Et donc, pour moi, oui, il faut saluer la dynamique qui est en cours. J'espère bien que, au-delà de Patrice Talon, après Patrice Talon, parce que c'est la question qui se pose, c'est ce que M. Ben voulait dire. Il n'a pas dit que Patrice Talon va continuer après 2026. C'est pas ça, j'espère. Qu'on se poursuit. Cette dynamique-là, ça peut être n'importe qui. Tout ça, la personne peut venir donc de l'opposition comme de la mouvance, mais que cette dynamique-là ne fait pas que cette nouvelle
peut-être là. Que cette dynamique, oui. Oui, continue. Et que la prochaine fois qu'on ne remette pas en cause tout ce qui a été fait durant 10 ans. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, je l'ai dit sur un autre plateau, effectivement, Patrice Talon a fait un travail gargantuesque, mais il est question, bien évidemment, de savoir comment arriver à pérenniser ces acquis-là pour que demain, on ne dise pas que nous avons serré les ceintures pendant 10 ans, mais qu'aujourd'hui, tout est à l'eau. Mesdames et messieurs, vous les avez donc compris sur ce plateau Stop F1 de l'hebdo des éditos de ce dimanche 27 juillet 2023. Donc sur ce plateau, Jandel Glessoubé de la radio Cap FM, vous l'avez suivi donc sur ces deux sujets que nous avons abordés sur ce plateau. Jandel, merci d'avoir préparé ici. Merci Mathieu et très bon dimanche. Merci infiniment à vous. Il s'agit aussi de Bensid Diadia, directeur de publication du journal l'ENAC. Merci aussi à vous d'avoir préparé ici ce dimanche, Bensid. Je vous en prie, très bon dimanche à vous également. Merci infiniment Henri Yambodé, rédacteur en chef de Radio Tado. Lui aussi a participé à ce débat avec nous ce dimanche. Merci à vous aussi d'avoir préparé ici. Merci Mathieu et merci à toute l'équipe qui vous a accompagné donc à produire cette émission. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce plateau, l'hebdo des éditos de ce dimanche. Dimanche, c'est politique se poursuit bien évidemment avec d'autres plateaux qui vont s'en suivre. Angèle Toboula reprend l'antenne afin de lancer le duel. Et on se retrouve juste après ceci afin de continuer cette messe informative sur ETL. Restez donc avec nous pour la suite.